Alexandre Morin-Villouellette. Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité. Pouvez-vous croire que Francis Gosselin nous apporte une bonne nouvelle économique aujourd'hui, mesdames et messieurs, et non seulement économique, mais qui va concerner l'habitation. Francis, s'il vous plaît, Saint-Francis, mets de la lumière dans notre journée. Je ne suis pas... écoute, après ton segment sur le diocèse, me voilà descendu avec les tables de la loi immobilière, Alexandre Morin-Villouellette. Effectivement, ce sont les plus récents chiffres là, de la Société canadienne d'habitation et de logement, la SCHL, qui indique une bonne augmentation là, des mises en chantier dans la plupart des villes, en fait dans la totalité des villes importantes, métropoles importantes du Québec. On parle d'une augmentation, là, évidemment, par rapport à la même période de l'année dernière, parce que, évidemment, si on compare au mois dernier, là, tu compares, il y a de la saisonnalité, mais donc on compare avec mai de l'an dernier, et là, ce sont des augmentations à Gatineau de 300%, là, donc on multiplie là, par 4, à Montréal de 200%, donc on multiplie par 3, là, vraiment, le nombre de mises en chantier. Donc, ce sont de très, très bonnes nouvelles. Tu le sais, Alexandre, je l'ai dit souvent à l'antenne de Cube et ailleurs, que pour moi, la question de la pénurie de logement et de la crise du logement, c'était essentiellement un enjeu d'offre sur le marché. On ne construit pas assez de logements, de maisons, de condos, de logements sociaux, de tout acabit. Et donc, cette absence d'offre fait en sorte qu'avec une population relativement constante et même croissante avec l'immigration, ben, ça met de la pression. La demande est vraiment présente. Et donc, l'enjeu, par contre, je suis toujours un petit peu prophète de malheur, tu sais, Alexandre, donc c'est que les mises en chantier sont déclarées en mai, mais construire un logement, une maison ou encore pire, un condo, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, avant que ces unités-là soient sur le marché puis viennent donner un peu de répit aux familles québécoises, ça va prendre quelques mois ou voire quelques années. Mais encore une fois, comme tu le disais, c'est de la lumière au bout du tunnel. Là. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu plus tranquille qui s'en vient. Donc c'est un peu ça la nouvelle aujourd'hui. Ouais, puis je veux pas être prophète de malheur moi non plus, mais c'est une augmentation, par exemple, tu parlais de Gatineau, 300%. Par rapport à des années qui étaient historiquement basses, là, en mise en chantier. Ouais. Là, donc c'est 0 x 4, ça donne encore 0. Là, voilà. C'est ce que tu nous expliques. Ouais. Oui, non, c'est sûr qu'on était très, très bas, mais on revient plus à la normale, dans le fond, de ce que ça devrait être, les mises en chantier. Puis même la CHL nous dirait c'est encore insuffisant. Hein, tu le sais, il manque quelque chose comme 1 million de logements au Canada là, à l'horizon 2030. Là, on n'y arrivera pas, là, sans toute vraisemblance. Donc, il va falloir trouver des solutions alternatives, mais en tout cas, quand je vois des chiffres comme ceux-là qui repartent à la hausse, je me réjouis quand même de savoir que la baisse peut-être du taux directeur, puis les baisses anticipées, évidemment, du taux directeur, la relaxe de certaines politiques, là, à Montréal, évidemment, le règlement pour une métropole mixte là, qui a été suspendu temporairement, mais c'est sûr que ça donne de l'air au marché. Madame Plante, là, malgré toutes mes critiques à son égard, a quand même décidé de prendre plus au sérieux, je pense, la question du délai d'émission des permis. Bon, c'est pas ce qu'on voit, là, ça va prendre du temps avant de se faire ressentir, mais ce sont toutes des bonnes nouvelles là, qui vont dans la direction de construire davantage pour, évidemment, donner plus d'offres au marché puis de stabiliser les prix. Bon, une lumière au bout du tunnel. Francis, c'est sûr, je l'ai lu ce matin, puis j'ai dit, il y a des chiffres dans ce dossier-là que va vouloir voir Francis. La saga de l'OCPM qui se poursuit. Cette fois-ci, ben là, c'est pas les méchants journalistes de Québécois, comme le dirait Mme Olivier, qui viennent s'acharner sur elle. C'est la vérificatrice générale qui vient corroborer tout ce qui s'est dit ou presque dans les documentaires et les reportages. Penses-tu que Dominique Volivier va poursuivre la vérificatrice générale aussi? Elle devrait, si elle est conséquente. Elle devrait. Hein? Elle aussi vient se joindre à tous ces gens qui s'acharnent sur elle. Bon, parlons de la nouvelle, puis on reviendra sur cette dimension-là par la suite, si tu veux. Ben, donc, la vérificatrice générale de Montréal, donc, qui est un bureau indépendant de la ville là, qui s'assure de vérifier les comptes et la gouverne de la ville, donc, dépose son rapport, et dans lequel finalement, elle revient sur l'épisode, ou en fait, l'ère, pourrait-on dire, là, de l'OCPM, d'abord sous la gouverne de Mme Olivier, ensuite sous la gouverne de Mme Beaulieu. Puis ce qu'elle dévoile, en fait, c'est
pire que ce qu'on avait identifié là, à l'époque au bureau d'enquête de Québécois. Donc, essentiellement, une absence, on le savait, totale ou presque de contrôle financier, pratiquement pas de justification des dépenses, aucune forme de vision sur la gestion de l'organisme. J'en parlais hier, justement, là, avec notre collègue André Sylvain, mais moi, ce qui m'a toujours un peu... comment dire, qu'il y ait des dépenses un petit peu exagérées, ça va si l'organisme remplit sa mission, Alexandre, mais c'est un organisme qui, entre nous, fait pas grand-chose. Là. Il consulte vaguement les citoyens, il produit des rapports qui ne sont jamais lus ni entendus par l'administration municipale. Ils font des voyages. Ils font des voyages pour benchmarker les pratiques de consultation publique, mais encore une fois, comme dans le cas de Camillien Hood ou du règlement pour une métropole mixte, on a consulté les citoyens, puis ça a juste été des papiers perdus, puis énormément d'énergie dilapidée pour avoir aucune influence sur la décision politique. Fait que c'est à se demander même pourquoi ça existe. Ce qui est intéressant dans le rapport de la vérificatrice, c'est que là, bon, comme tu dis, on en remet une couche là, sur Mme Olivier, sur Mme Beaulieu, sur tout l'entourage, mais ultimement, là, puis je sais pas si tu as vu la photo sur la page titre du journal, mais quand même, ça semble impliquer un petit peu plus de monde, dont par exemple la mairesse. Et dans le rapport de la vérificatrice générale, on parle vraiment qu'il n'y a aucun encadrement en haut. T'sais, au final, le CPM, c'est une créature de la ville, et donc c'est à la ville de mettre des règles, de mettre en place un cadre de gouvernance, de mettre en place des contrôles financiers, et donc c'est ultimement la responsabilité de l'administration, donc de la mairesse et de son équipe de le faire. On dira que le CPM datait d'avant Mme Plante, évidemment, mais la période vraiment très problématique commence en 2018, c'est-à-dire plus d'un an après son entrée en poste. Puis on va se le dire, Alex, ce sont quand même tous des amis proches du parti là, qui ont été à la tête de ça, nominés dans des conditions un petit peu, un petit peu étranges. Là. Bon, on sait qu'il y a un des anciens secrétaires généraux qui avait été accusé de... pas de fraude, mais quasi à Saint-Jean-sur-Richelieu et tout ça. Donc, tu sais, comment est-ce que ces gens-là ont été choisis, par quel processus de nomination on leur a donné des gros salaires et des avantages de voyage et de dépenses comme ceux-là. Je ne le sais pas. Il faudra faire la lumière sur ce processus-là aussi éventuellement. Oui, absolument. Moi, je l'ai dit puis je le répète encore parce que ça me jette en bas de ma chaise. La vérificatrice générale a sorti d'autres là, incidents de souper puis de dépenses de resto qui n'ont pas de bon sens. Je veux dire, puis tantôt, on avait le Dominique, comme on goulait là, du Journal de Montréal et justement du bureau d'enquête qui nous disait, tu sais, oui, je peux même vous identifier exactement qui c'est dans cette histoire-là. C'est quelqu'un à l'OCPM qui avait un conseil d'administration dans le même bâtisse où il travaille, mais pour l'organisme de RP sans frontières, Relations publiques sans frontières. Puis entre les deux, il y avait du temps à tuer. Fait que c'est rendu au resto tout seul, juste à côté. C'est commandé une bouteille de vin tout seul. C'est glaqué une bouteille de vin tout seul. Chargé 80$ à l'OCPM sur le dos des contribuables. J'aimerais quand même lever mon chapeau à la personne qui a réussi à Montréal, au centre-ville, à aller manger dans un restaurant avec une bouteille de vin et s'en est tiré à 80$, taxes et pourboires inclus. Franchement, quand même, hein? J'aimerais avoir les bons tuyaux pour que cela m'arrive à l'occasion, parce que ce n'est pas mon expérience. Tu bois du vin trop cher, Francis. C'est juste pour ça. Non, mais... Non, mais c'est quelle histoire, honnêtement, l'OCPM? C'est vraiment le cadeau qui ne cesse de donner là, depuis le début. C'est histoire après histoire après histoire après dépenses non justifiées après histoire. Non, c'est vraiment... ça ne cesse jamais avec ça. Puis écoute, Francis, tu veux me parler aussi de sport? Je t'avoue, tu m'intrigues encore plus parce que c'est le 5e match de la finale de la Coupe Stanley. Hein, qui commence ce soir, puis les billets, comme dans presque toutes les finales sportives professionnelles, c'est pas donné. Ben oui, effectivement, là, tu le sais, je suis un fan de hockey, Alexandre, c'est pas mon univers nécessairement de maîtrise, mais il y a une dimension économique, financière à tout ça, évidemment. Donc, c'est le 5e match. On sait que les Panthers ont gagné les 3 premiers de la série. Ça semblait être assez évident qu'ils allaient, comme on dit en bon français, faire un sweep. Hein? Donc, ils allaient probablement gagner le 4e match. Il semblait être totalement dominant. Et là, surprise à Edmonton le week-end dernier, les Oilers qui l'emportent, mais par une écrasante victoire de 8-1. Bon, tout le monde connaît
l'histoire. Évidemment, là, on revient en Floride pour un match 5. Les billets se vendent 2000 $ la paire dans les blancs en haut dans le pit. Là. Fait que j'ai pas trouvé les prix là, de la première rangée. Probablement qu'il n'y en a aucun à vendre. Mais 2000 $ la paire. Donc, ça, c'est canadien. Là, j'ai converti. C'est intéressant. Et puis, j'ai fouillé un petit peu. Hein. Donc, il y a une équipe dans l'histoire de la Ligue nationale qui est revenue de l'arrière en finale de la Coupe Stanley 0-3 pour finalement gagner. Et tu t'imagineras pas que c'est genre la pire équipe imaginable. C'est les Maple Leafs. En 42. Écoute, j'avais envie de... J'ai failli pas t'en parler tellement j'ai pas envie de parler de ces gens-là, mais bref, tout ça pour dire, ils ont fait ça en 42 contre les Red Wings de Détroit. Et là, ça serait vraiment historique là, si les Oilers pouvaient remonter. Ceci dit, j'ai regardé sur les sites de paris sportifs, là, c'est pas ce que les gens disent. Hein, et donc, selon les probabilités là, puis les différents paris sportifs qu'on peut prendre, les Panthers sont vraiment favoris. Donc, essentiellement, si tu paries 100 $ et que les Oilers gagnent, tu vas faire 115 $, donc ce qui est quand même bien. Si tu paries 135 $ et que les Panthers gagnent, tu vas récupérer 100 $, donc c'est un peu une drôle d'affaire. Là. Donc, non, c'est vraiment les Panthers qui sont donnés gagnants. Donc, on va suivre ce match-là avec beaucoup d'intérêt. C'est sûr que si les Oilers gagnaient, Alexandre, ça donnerait un autre ton là, à cette série. Donc, je suis bien intrigué, en tout cas dans la dimension un peu probabiliste, économique, là, toujours de regarder comment se dévoilent les matchs, là, surtout en finale de la Coupe Stanley comme ça. Ouais, puis je suis content que tu t'intéresses aux paris sportifs parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine. Sincèrement, puis les paris en tout genre, puis ces sites-là, puis comment ça s'opère, puis comment des fois, t'as des gens qui peuvent mettre là, une espèce de pari combiné, là, ce qu'ils appellent un parlay en anglais, qui finit par te donner une espèce de montant qui n'a pas de bon sens, mais dans des conditions tellement précises que c'est quasi impossible. Écoute, moi, j'ai une fascination pour ça. Là. C'est vraiment quelque chose de tu sais, qu'on peut s'attendre, là, tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui a mis ça, là, qui vient de décider de mettre, là, parce que là, c'était la cote, tu nous l'expliquais pour le match de ce soir précisément. Ouais. Mais il faudrait aller regarder, là, c'était hâte de nous amener ça les prochains jours. C'est quoi si bien évidemment, si les Oilers restent en vie, c'est quoi l'argent que tu fais sur ce pari qui reviennent en 7? Je suis convaincu, c'est un pari qui doit exister. Je vais explorer ça. Écoute, j'ai pas retrouvé de données depuis samedi, mais il y avait un article qui était paru dans le Daily Hive vendredi dernier qui estimait justement vraiment les probabilités là, d'un retour. Ils estimaient que c'était quand même 12,2%. Là. Après, j'ai pas réussi à trouver leur méthodologie. C'est une chance sur 10, là, grosso modo, mais c'est pas zéro. Là, donc, encore une fois, ça peut arriver. Mais là, écoute, les voix des statisticiens probabilistes sont impénétrables parfois, Alexandre. Donc, j'ai pas réussi à comprendre exactement comment ils arrivaient à ce chiffre de 12,2% et pas 0,4 ou 11,9. Mais voilà, donc... Ça donne le goût quand même de s'essayer. Là. C'est comme la loterie un peu. Ça donne le goût de s'essayer, de mettre un pari là-dessus. Évidemment, jouez responsablement, s'il vous plaît. Je n'encourage pas nécessairement au pari sportif, mais tu vois, moi, la dernière fois que je me suis rendu au Centre Bell, Francis, j'avais un ami qui avait décidé de mettre comme une pièce en disant le Canadien va gagner 7-0, tu sais, ce qui est une probabilité qui est jamais survenue, même dans l'histoire du Canadien, je pense qu'ils n'ont jamais gagné 7-0. Puis il avait mis ça, puis c'était comme $1, puis il revenait quelque chose comme 35 000 $ si jamais ça se passait. Le Canadien a gagné, Francis, 5-0 cette partie-là. Je peux te dire que quand c'était rendu 5-0, on criait pas mal fort pour qu'il y en ait 2 autres. C'est pas arrivé, mais c'est ça que ça donne des paris, hein, ça fait rêver un tout petit peu. Bon, Francis Gosselin. Ça fait plaisir, Alexandre. C'est un plaisir. À plus tard aujourd'hui. Salut.